Bien, je suis de retour. Je me suis fait déconnecter. Je ne sais pas pourquoi. C'est bon, tout le monde m'entend? Ok, parfait. Oui, Oh, ça c'était un oui bien fort dans mes oreilles. Alors je vais partager l'écran. Non, c'est de ma faute, hein, j'ai qu'à baisser le son de mon micro aussi, de mon casque. Mais je ne sais pas vraiment comment faire sous Windows. Alors aujourd'hui, on va continuer le TD sur les bilans. On va aborder l'exercice suivant. La dernière fois, on avait une détente de turbine à vapeur. C'était une application numérique assez directe du premier principe industriel, on l'appelle comme ça. Ensuite, on a étudié une conduite coudée. C'était un ancien examen. Aujourd'hui, on va faire un exercice qui ressemble beaucoup à la conduite coudée. C'est un jet sur une plaque. Donc là, en noir, vous avez une plaque qui va gêner la circulation du jet. Le jet d'eau arrive de la gauche sur la plaque et est dévié vers le haut et vers le bas ou vers la gauche et la droite si vous dites que ça, c'est dans un plan horizontal. Donc, on a quelques choses dans l'énoncé. Une lame de fluide parfait d'épaisseur E, incompressible, se sépare en deux au contact d'une plaque oblique de longueur grand L, penchée d'un angle alpha. On désigne par E0, E1, E2 les différentes épaisseurs. On pourrait voir aussi un schéma en 3D, ça serait peut-être plus explicite. Ici, il s'agit d'une lame. Donc, oups, on va mettre un truc un peu plus fin. Je vais essayer de le dessiner à la main. Notre jet est comme ceci. Et ici, on a la plaque. Le jet envoie de l'eau dans toutes ces directions. Donc là, c'est en 2D. Si on veut rajouter une dimension, on va essayer de le dessiner en 3D. C'est pas dit que j'y arrive correctement, vous allez me dire. Euh... Ah, c'est pas trop mal. Donc là, on a ce qu'on a noté E2, ici E1. J'aurais peut-être dû... Ah, bah j'ai de la place encore, tant mieux. Là, on a E1. Et là, on a noté cette longueur L. Ça, c'est l'épaisseur E0. Est-ce que vous arrivez à visualiser? On envoie un jet d'eau, une lame de fluide, hein, j'ai parlé de ça, dans cette direction. Et en arrivant contre la plaque, elle va être déviée. Voilà. Donc, j'ai choisi une lame plutôt qu'un jet à symétrie cylindrique parce que c'est beaucoup plus facile à mettre en équation. Évidemment, le plus souvent, ce sont des jets à symétrie cylindrique qui sortent des buses de lance à eau. Les premières questions sont assez classiques ici. On veut faire un bilan de masse pour en déduire ici V0 égale V1 égale V2. Donc, on va commencer par la question 3.
Exprimer la conservation du débit pour en déduire une relation entre E0, V0, E1, V1, E2, E2. Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est quoi cette conservation du débit? Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, j'ai dit que du coup, le débit au début, donc V0, E0L, Oui, 0 fois S, non? oui, c'est ça. Donc voilà, c'est égal à V1, E1L plus V2, E2L. Exactement. Donc, tu as exprimé que l'entrée égale la sortie. Ce qui entre égale ce qui sort. Donc, on peut l'exprimer avec un débit. QV0, ça va être égal à QV1 plus QV2. Je ne veux pas avoir de QV0 égale QV1 parce que ça rentre ici, ça sort là. Il faut prendre la totalité de la sortie. Donc là, on va avoir E0 fois, allez, on va détailler, S0 égale E1 S1 plus E2 S2. Et la surface 0, c'est E0 fois L. Donc en éliminant le L partout, on va avoir, j'ai écrit n'importe quoi, le débit, c'est pas E0, V0, j'étais déjà en train d'anticiper le reste, c'est V0, S0, c'est la vitesse fois la surface, V1 S1 plus V2 S2. Donc V0, E0 fois L, qu'on peut éliminer, V1 E1 plus V2 E2. Donc voilà notre première relation entre les différentes épaisseurs. Le but de l'exercice, c'est d'essayer de savoir quelle est la proportion d'eau qui va au-dessus et quelle est la proportion d'eau qui va en dessous. Donc le débit, hein, entrée égale sortie, ça c'est valable en régime stationnaire. En chimiste, ils m'ont posé une question sur ce régime stationnaire. J'avais dit que la vitesse ne dépend pas du temps. Il n'y a pas que la vitesse. En régime stationnaire, la masse aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avant la formation de ce jet d'eau qui garde la même forme au cours du temps, il a fallu le former. Ça s'appelle le régime transitoire, pendant lequel la masse ici n'était pas constante. Mais en chaque point de ce jet d'eau, maintenant, en régime stationnaire, la masse sera la même. Donc il n'y a pas d'accumulation, c'est ça que je veux dire, parce que l'entrée et la sortie pourraient être différentes si on a de l'accumulation dans un réservoir, par exemple. On peut imaginer un réservoir avec une entrée et une sortie. On peut faire entrer de l'eau et rien ne sort parce que ça s'accumule dans le réservoir. Mais en régime stationnaire, ce qui est dans le réservoir, c'est censé être constant. Donc on a fait 0, 0 égale V1, E1 plus V2, E2. On suppose la vitesse uniforme dans chacune des trois parties du jet. Déduire de l'équation de Navier-Stokes l'uniformité de la pression dans le jet, pression égale à P0. Donc l'uniformité de la vitesse, on peut la voir. Question 3.2. Notre jet, il ressemble à ça. Dans cette zone-là, on a une vitesse uniforme. Ça veut dire qu'elle a la même valeur partout. Donc dans la zone 0, dans la zone 1 et dans la zone 2. En revanche, c'est vrai que dans les zones intermédiaires, la vitesse elle va tourner à un moment donné. Dans cette zone-là, ce sera non uniforme. Dans cette zone où c'est pas uniforme, si la vitesse n'est pas uniforme, la pression ne sera pas non plus. Donc, on va faire l'hypothèse que la vitesse est uniforme partout et on va montrer que la pression l'est aussi. Navier-Stokes, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'espère, c'est mu fois l'accélération d'une particule égale somme des forces. Navier-Stokes, c'est le PFD, somme des forces volumiques en newton par mètre cube. Que vaut l'accélération ici, dans chacune des zones? Oui, si la vitesse est uniforme et
le régime stationnaire. Il nous faut les deux conditions. Alors, AP qui va s'écrire V scalaire gradient de V plus dérivé de V par rapport au temps. C'est pour ça qu'on a besoin de stationnaire pour que ça ce soit nul. Et uniforme pour que ça soit nul. La vitesse sera constante et donc l'accélération sera nulle. Donc on aura somme des forces égale 0, ça se ramène à un problème de statique. Donc on a un problème de statique des fluides sans que ce soit statique. Mais ça revient globalement au même. Quelles sont les forces? Bilan des forces dans Navier-Stokes. On va avoir le poids, la pression et la viscosité. C'est toujours les trois forces classiques qu'on a en mécanique des fluides, poids, pression, viscosité, pour une particule de fluide. Parce qu'on pourrait me dire, mais il y a aussi la force de la plaque sur le jet. Pourquoi je ne la compte pas? Il y a bien une force qui va dévier le jet. Alors, pourquoi je ne compte pas la force de la plaque? Est-ce que vous avez une idée? Eh bien, je fais le bilan des forces sur une particule de fluide, peut-être qui se situe ici. En ce point-là, ma particule de fluide, elle n'est pas du tout en contact avec la plaque. Elle est en contact avec le reste du fluide. Donc, on ne va pas avoir de force de la plaque directement sur cette particule. Ça va se répercuter à travers les particules et donc la pression des autres particules. Donc, dans ce bilan des forces, on peut remarquer que dans l'énoncé, la pesanteur est négligée. Donc, on la néglige. Et on nous dit quoi d'autre? Une lame de fluide parfait. Ici, on voit, c'est écrit parfait. Ça veut dire que la viscosité est négligée aussi. Devant les autres forces, en l'occurrence la pression. Si on prend de l'eau, c'est souvent le cas. On n'a plus que la force de pression, ce qui fait que Navier-Stokes devient moins gradient de P égale 0. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ce moins gradient de P égale 0? Le gradient, c'est un vecteur. Oui. J'allais dire que la pression est uniforme. Oui. Le gradient, c'est un vecteur dont chacune des coordonnées repose sur la dérivée de la pression. Si la dérivée de la pression est nulle dans toutes les directions, c'est que la pression ne varie pas. Est-ce qu'on connaît sa valeur? Eh bien oui, c'est la pression atmosphérique qu'on note P0 dans l'énoncé ici, pression égale à P0. Pourquoi? Parce que si elle est uniforme, en particulier, elle est égale à ce qu'on a à la limite du jet. Et le jet, il est en contact avec l'atmosphère. Et donc ici, on a partout la pression atmosphérique. Donc si la pression est uniforme, elle est nécessairement égale à la pression atmosphérique. La seule zone dans laquelle on pourrait discuter cette hypothèse, c'est la zone que je hachure là, pour laquelle l'accélération n'est pas nulle, et donc le gradient de pression ne sera pas nul non plus. C'est normal, hein, c'est l'action de la plaque qui va se répercuter. Donc là, on fait une petite approximation qu'on est obligé de faire parce que V scalaire gradient de V, ici, dans cette zone, c'est très compliqué à calculer. Ça va jusque-là? Donc on a fait un bilan de volume, on a fait du Navier-Stokes, c'est vraiment que du classique. 3-3, la troisième partie classique. Bernoulli.
Ça aussi, c'est très classique. Bernoulli nous dit entre 0 et 1 ou entre 0 et 2, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a P1 plus 1 demi de mu V1 carré plus mu GZ1 égale, tiens c'est marrant, j'ai commencé par 1, c'est pas grave. Et pareil pour le 2. Alors vous voyez bien, Bernoulli, je l'ai écrit ici entre les points 0 et 1 ou entre 0 et 2, mais je ne peux pas l'écrire entre 1 et 2. Bernoulli, ça s'applique sur une ligne de courant. Je vous rappelle les hypothèses. On a un fluide parfait, incompressible, c'est-à-dire mu constant, et le long d'une ligne de courant. Il n'y a pas de ligne de courant qui va de 1 à 2. Et bien sûr, il faut que ce soit stationnaire aussi, hein, mais là, ça l'est. Donc, que peut-on en conclure? La pesanteur est négligée. Ça veut dire qu'il y aura très peu de variations de Z. Donc, on peut éliminer ceci. La pesanteur est négligée devant la variation de vitesse. Devant l'énergie cinétique, plutôt. La pesanteur est négligée. La pression aussi. La pression est uniforme, ça veut dire que c'est la même partout, c'est la même en entrée et en sortie. Donc là, on n'a pas besoin de notre hypothèse un peu bancale en disant au milieu, on ne sait pas trop, puisque de toute façon, ça s'applique entre l'entrée et la sortie. À l'entrée et à la sortie, les vitesses sont uniformes, donc la pression l'est aussi. Donc à la fin, qu'est-ce qu'on a en simplifiant par mu? On a V1 égale V2 égale V0. Voilà pour Bernoulli. Ça va jusqu'à présent? J'espère que ces 3 points-là, vous les maîtrisez bien. Bilan de masse, avoir bien compris ce qui rentre égale ce qui sort, plus éventuellement une accumulation si on n'est pas en régime stationnaire. L'équation de Navier-Stokes, donc savoir que c'est le PFD, somme des forces égale masse fois accélération. Pour savoir à quoi correspond l'accélération d'une particule, c'est la variation de vitesse. Si on nous dit que la vitesse ne varie pas, ben, son accélération est nulle. On va aller maintenant vers des questions un peu moins classiques. On va faire un bilan de quantité de mouvement. On définit une surface de contrôle fermée. Eh bien, il y a une erreur d'énoncé ici. À l'instant T, une masse delta M rentre dans SC, exprimer la quantité de mouvement à l'instant T du volume délimité par SC et la masse delta M. Alors pourquoi c'est une erreur d'énoncer ce truc? Bah, elle n'est pas fermée, la surface. Si elle était fermée, on n'aurait pas de masse qui rentre à l'intérieur. Donc c'est en contradiction avec la suite de l'énoncé. Ici, on nous dit à l'instant T, une masse rentre dans SC. Non. Une surface de contrôle, justement, c'est pas fermé. On veut contrôler les entrées et les sorties. Donc c'est une surface qu'on définit fixe en général. Surface de contrôle, c'est quelque chose de fixe. Mais on veut savoir ce qui rentre et ce qui sort. La surface de contrôle, c'est une surface ouverte
on contrôle les entrées et les sorties. C'est un peu comme une frontière. Hein, si vous avez une frontière d'un pays, vous pouvez contrôler qui rentre de ce pays, qui en sort, s'il n'y a pas de fuite. Alors, on contrôle les entrées et sorties, donc c'est bien une surface ouverte, c'est ça que je voulais dire. Cette surface de contrôle, je peux la dessiner. Hein. Je dessine en pointillé. Ça, c'est ma surface de contrôle. À l'instant T, on a delta M0 qui rentre. À l'instant T plus dt, on a delta M1 qui va sortir de notre surface de contrôle et delta M2. On a des sorties des deux côtés. Ce qui est bien avec la surface de contrôle, c'est que comme elle est fixe, c'est quelque chose qui ne va pas changer entre les instants t et les instants t plus dt quand on est en régime stationnaire. Si on n'est pas en régime stationnaire, ça pourrait changer. C'est-à-dire ça pourrait se remplir, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on nous demande la quantité de mouvement à l'instant t du volume délimité par essai de la masse delta m. On veut la quantité de mouvement de tout ça. P à l'instant t, ça va être PC plus P de 0. Donc un système macroscopique, comme ça, on peut toujours le décomposer en sous-systèmes. C'est ce qu'on va faire ici. On va dire notre masse fermée, qui est en vert. En vert, c'est un système fermé. Il va se déplacer. On peut le décomposer entre ce qui va rentrer dans la surface de contrôle et ce qui est à l'intérieur de la surface de contrôle. L'intérêt d'utiliser un système fermé, c'est pour le PFD. On n'a pas le droit d'appliquer le PFD à un système ouvert. Donc, ça va s'écrire la quantité de mouvement de ma surface de contrôle plus delta M0 V0. On n'oublie pas que la quantité de mouvement P, c'est défini par MV. C'est bien un vecteur, hein, c'est ce qui le différencie de la pression. On a la même lettre, mais cette petite flèche au-dessus peut permettre de le distinguer. J'ai oublié de dire que c'était à l'instant T. C'est important surtout pour la surface de contrôle. Parce que la vitesse ne change pas, P0 ne va jamais changer. C'est bon jusque-là? Là, c'est assez décomposé. Hein. Il faut bien avoir compris l'esprit de décomposer notre système fermé en quelque chose qui rentre et quelque chose qui sera toujours constant. À l'instant t plus dt, les masses sortent de l'essai, exprimer la quantité de mouvement à l'instant t plus dt, donc c'est un peu la même chose. À l'instant t plus dt, la quantité de mouvement de notre surface fermée hachurée en vert, c'est toujours ce qu'on a dans notre surface de contrôle, mais à t plus dt. Plus ce qui sort, donc delta M1 V1, plus notre petite masse, delta M2, fois la vitesse numéro 2. Est-ce qu'on avait autre chose à faire dans cette 3,5? Non. Voilà, donc ça c'est assez simple, on a réussi à exprimer ça en fonction des masses orange. Monsieur? Oui, Et du coup, à T plus... Ah non, ok. Je crois avoir compris. Oui, parce que j'allais dire, du coup, à T plus dt, il n'y a pas de masse delta M0 qui entre.
Ben, pas dans notre système fermé. Tu vois, ce Ok. qu'on étudie, Ouais, quand il est fermé, le système. Ouais. c'est le système fermé, il se déplace. Ouais. Donc quand on Ok. le décompose, à t plus dt, il est situé, tu vois, il est situé entre ici et ici. Ça, notre système fermé à t plus dt. Ouais, c'est vraiment en fait, quand on dit système fermé, il faut vraiment penser poussé, quoi. Genre Ouais, il a été poussé, un il s'est bloc qui est déplacé. poussé. Ok, d'accord, merci. À l'instant t, il est situé du rouge jusqu'à la limite bleue, là. À l'instant t plus dt, il s'est déplacé. En déduire dp sur dt en fonction des débits et des vitesses. Vous avez peut-être remarqué un changement de notation subtil. On a une dérivée avec un grand D. dp sur dt, c'est la dérivée particulière. Donc en fait, c'est plutôt dans les TD précédents que j'ai un peu abusé de la notation. Elle signifie quoi cette dérivée particulière? C'est la dérivée en suivant le mouvement. Oui. On a un bloc qui se déplace. Non seulement ça pourrait varier parce que ça varie dans le temps, mais ça pourrait varier aussi parce que ça varie dans l'espace. Dans cette petite dérivée particulière, on a deux composantes, le temps et l'espace. Donc chaque fois qu'on calcule la dérivée de quelque chose qui est en mouvement, on est censé mettre un grand D. Si vous mettez un petit d, c'est pas très grave. Hein, mes collègues de maths n'utilisent pas cette notation grand D. Donc dp sur dt, ça va simplement être la limite quand dt tend vers 0. Mais nous, on n'écrit pas ça en physique. On va se dire que c'est vrai dès que dt est suffisamment petit. On a ce truc-là. Alors, ce qui est un peu manquant ici par rapport à mes démonstrations du début de chapitre de mécanique des fluides, c'est que cette quantité de mouvement elle est prise en un point particulier. C'est le centre de gravité de notre système fermé. Ce centre de gravité se déplace. Donc je devrais mettre, en fait, je devrais écrire P de M T et P de M plus dm. On s'est déplacé. T, si je voulais être vraiment rigoureux, notre quantité de mouvement, notre système se situe au point M et il se situe ailleurs un instant plus tard. D'ailleurs, j'ai oublié le T plus dt. Mais si on ne veut pas alourdir les notations, souvent, on oublie en physique d'écrire une des variables. Donc là, j'ai écrit P de T plus dt moins P de T, mais on a bien quelque chose qui se déplace, qui n'est pas situé au même endroit. P de T plus dt moins P de T, on l'a déjà écrit. C'est je vais relever un petit peu pour qu'on voit. Notre surface de contrôle plus P0 et notre surface de contrôle plus les quantités de mouvement 1 et 2. Alors on peut dire qu'en fait, PC de t et PC de t plus dt, c'est la même chose. Donc ça va disparaître quand on va faire l'un moins l'autre. On est en régime stationnaire, ce qu'il y a à l'intérieur de la surface assurée en bleu, ça ne change pas. Donc c'est ça l'intérêt de ce bilan macroscopique et de cette surface de contrôle. Quand on retranche l'un moins l'autre, ce terme-là disparaît, il ne reste plus que delta M1 sur dt, V1, plus delta M2 sur dt, V2, moins delta M0 sur dt, V0. Et delta M1 sur dt, delta M2 sur dt, on connaît. Ça s'appelle comment? Il n'y a pas un problème de signe là? Alors, sauf si c'est moi. Chez delta M0, ça entre. Donc, et il y a un moins. Alors que delta M2 et delta M1, ça sort. Et un Grandeur vectorielle. ok. C'est une grandeur vectorielle. On a bien écrit ici la quantité de mouvement, hein, qui ne dépend pas d'un signe quelconque. La définition de la quantité de mouvement, c'est masse fois vitesse vectorielle. Il n'y a pas de signe à rajouter. P de t, je l'ai bien écrit PC de t plus delta M0 V0, parce que c'est une quantité de mouvement qui
qui est ajoutée. On a séparé notre système en deux. Hein. Ça va être la somme des quantités de mouvement. La quantité de mouvement d'un système qu'on peut découper, c'est la somme des petites quantités de mouvement. Et après, j'applique juste l'équation P de t plus dt moins P de t. Il ne restera que ça. On vérifiera le signe à la fin et vous verrez, il n'y a pas ce problème d'entrée et de sortie. Après, c'est assez logique qu'on ait des plus ici pour les sorties et des moins pour les entrées, puisqu'on cherche une variation entre l'instant final et l'instant initial. Ici, on remarque que ça, c'est le débit massique. Moins dm0, v0. Alors, on ne peut pas simplifier les vitesses ici, hein, remarquez bien, v0, v1, v2, parce que autant elles sont égales en valeur, mais en direction, ce n'est pas du tout le cas. Donc, attention, hein, on ne simplifie pas les vitesses. C'est égal en norme, mais ce n'est pas égal vectoriellement parce qu'ils n'ont pas la même direction. Et justement, le travail qu'on a à faire ensuite, c'est la dernière question. Le fluide étant parfait, la force qui s'exerce sur la plaque est perpendiculaire à cette dernière. Projeter la relation obtenue à la question précédente sur les axes normaux et tangents, en déduire les valeurs de E1, E2 en fonction de E0 et alpha. Et ensuite, l'expression de la force exercée sur la plaque. Ne pas oublier de tenir compte des forces de pression de l'atmosphère. Donc on va appliquer le PFD dans le 3.7. Non plus à une particule de fluide, mais à l'ensemble de notre surface fermée, de notre volume fermé. C'est ça le principe d'un bilan macroscopique. Au volume total fermé. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était le volume que j'avais assuré en vert. Ce volume total fermé qui se déplace. Donc simplement, on va avoir dP sur dt égale somme des forces. Et là, on est bien en newton, puisqu'on a une quantité de mouvement m fois v, non pas mu fois v. dP sur dt, on l'a déjà calculé. On vient de le calculer, c'est dm1 v1 plus dm2 v2 moins dm0 v0. En revanche, la somme des forces, on ne l'a pas fait. Donc, bilan des forces. Quelles sont les forces qui s'appliquent à notre système fermé? On a éventuellement son poids, mais dans l'énoncé, on a dit de ne le négliger. Ça, c'est pour les forces à distance. À distance, on en a 4 au maximum, dont 2 qu'on élimine tout de suite, les interactions fortes et faibles. Et ensuite, le poids et l'interaction électromagnétique. Ici, il n'est pas question d'interaction électromagnétique dans l'énoncé. Le fluide n'est pas chargé, donc on n'en parle même pas. Et les interactions au contact, le fluide il est au contact de quoi alors? Est-ce que vous pouvez me répondre? Ah bah non, pas tout. Assis au contact de la plaque, mais pas tout le temps. Eh oui. Bah, le système fermé vert, il est tout le temps au contact de la plaque. Oui, le système fermé, ouais. Donc une force de réaction. Donc ça marche. Ouais. C'est ça la différence. On n'est plus en bilan sur une particule de fluide qui est au milieu des autres particules de fluide. Cette fois, c'est tout le système vert qui est au contact de la plaque, effectivement. Ça, c'est une force au contact. On a une deuxième force au contact. La pression de l'air. Donc, si je redessine mon fluide, j'ai la pression de l'air, on va la mettre en rouge, allez. L'air appuie ici.
Et ici aussi. Hein. En revanche, du côté de la plaque, tiens, je vais le mettre en noir, la plaque, en gros. Côté de la plaque, l'air n'est pas au contact du fluide. C'est la plaque qui va exercer une force, et dans l'énoncé, on nous dit que cette force, elle est normale, elle est perpendiculaire. Pourquoi? Parce que le fluide est parfait. Fluide parfait, ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement. Oui, j'ai oublié, effectivement. On a aussi l'air qui appuie là, qui va empêcher de sortir. Alors, ça ne sera pas de l'air, ça sera de l'eau, mais c'est à la même pression, c'est la pression de P0. On peut retenir que quand il n'y a pas de frottement, la force est perpendiculaire. C'est important. Si jamais il y avait un peu de frottement, la plaque pourrait bouger dans un sens ou dans un autre. On a toujours un petit peu de frottement, mais ici, ça a été négligé. Donc on a ces trois forces-là qui se réduisent à deux. Force de la plaque sur le fluide et force de la pression. Comment calculer la force de pression? Alors, une petite idée? Et c'est la force de pression vectoriellement? Ouais. Est-ce qu'on peut dire que si on regarde au point zéro, en haut et en bas, bah, par exemple, elle se compense? Une compensation quelque part, mais elle n'est pas totale. Hein. Bah, La et force de puis, pression, ouais. c'est la somme des masses. C'est la somme des forces élémentaires de pression. C'est la somme des PDS. C'est ce qu'on a en rouge. Hein. Cette somme, elle se fait uniquement sur les flèches en rouge. C'est extrêmement compliqué à calculer directement. Il faut une petite astuce qui doit être connue. Alors, quelqu'un m'a parlé de compensation, c'était qui? Étienne? Je ne sais plus qui a parlé. Oui. Et, bah, partout, je dirais que la pression est compensée, sauf pour les vecteurs qui sont... Sur la plaque. Oui, voilà. En fait, oui, on va dire que je vais redessiner mon système. Ça, c'est égal à ça. Plus ça. On va pouvoir décomposer en plusieurs. Alors, je ne les mets pas au bout hein, pour aller plus vite. Là, c'est 100 plaques. On peut, comme c'est une somme, on peut la décomposer en plusieurs morceaux. Nous, ce qu'on veut, c'est le terme au milieu, là, qui est compliqué à calculer. Et ce qu'on sait, c'est qu'on peut décomposer. Si jamais il n'y avait pas de plaque, la force serait appliquée partout. Ça, je dis, c'est facile à calculer. Et c'est égal donc à ce qu'on veut, plus uniquement ce qu'il y a sur la plaque. Je l'ai découpé en deux. Et ça aussi, c'est facile à calculer. Alors, c'est bien beau de dire c'est facile à calculer, mais est-ce que vous me croyez? Comment je vais le calculer pour me faciliter la vie?
Allez, on peut commencer par le dernier, là. Le dernier, il est facile. La force, ici, c'est égal à la pression fois la surface. La direction est toujours la même pour les petits DFP, là. Si la direction est toujours la même, on va simplement avoir P, S, N. Alors, comment je vais mettre mes vecteurs N? Je vais mettre le vecteur normal par là. On va mettre un petit moins pour être dans le bon sens. Moins PSN égale moins P, il ne faut pas que j'oublie, LLN. Est-ce que vous avez compris un peu celui-ci? C'est le plus facile. Hein. La force de pression, c'est toujours pression fois surface. Si ça a la même direction partout, c'est facile. Là, la direction change, donc c'est la merde. Là aussi, la direction change partout, donc calculer la somme, c'est hyper compliqué. Mais on l'a déjà fait, en fait. La force vaut 0. La pression est uniforme sur toute la surface fermée. La somme des pressions doit se compenser. C'est un résultat de statique des fluides. Si jamais ce n'était pas uniforme, ça serait égal à la poussée d'Archimède. Donc, ce qu'on a fait en statique des fluides, c'est dire que quand la pression n'est pas uniforme, si on fait la somme de toutes les petites forces de pression qui s'exercent, on obtient quelque chose qui s'appelle la poussée d'Archimède. Si la pression est uniforme, c'est-à-dire on a la même pression en haut et en bas, la résultante des forces est nulle. C'est ce qu'on a dans l'air en général, hein, sauf pour des grands volumes type montgolfière, la poussée d'Archimède est négligée. Dans l'eau, en revanche, comme la pression varie vite, elle est rarement négligée. Donc, à retenir, quand la pression est uniforme, je mets 3 petites croix là, quand la pression est uniforme, la force de pression est nulle. C'est valable pour des surfaces fermées. Surface ouverte, ça ne marche pas. Donc, au final, notre force de pression, que j'ai appelée FP, ça va être égal à 0 moins PLLN. Donc, ça va faire plus PLLN. Est-ce qu'elle est dans le bon sens? Si on regarde cette expression, globalement, ça pousse vers la droite. Donc, bien dans le sens de N. On a calculé la force de pression, mais on a presque fini. On revient un petit peu en arrière, on va regarder notre PFD, somme des forces égale dm1 V1 plus dm2 V2 moins dm0 V0. Donc on va écrire ça. Pi FD. Donc notre force de pression, c'est PLLN plus la force exercée par la plaque. Égale on a cette égalité-là, vectorielle. Maintenant, il faut projeter. Sur la partie tangente et sur la partie normale. On rappelle le schéma. Avec les directions normales et tangentes qui vont être définies. Normale, et puis tangente, je décide de la mettre vers le haut. Je pourrais le mettre vers le bas sans que ça change grand-chose. Voici ma tangente. Projetons d'abord sur la tangente. Sur la tangente, PLLN, ça vaut 0, c'est selon la normale.
La force de la plaque sur la fluide, lui aussi, c'est selon la normale, hein, parce qu'on n'a pas de frottement. Les deux sont parallèles à N, donc on va avoir 0 ici. Et là, on va avoir PLL. J'ai plus besoin du N, j'ai déjà projeté, plus force plaque sur fluide égale dm1 V1. C'est dans le même sens que T, dm2 V2, c'est en sens opposé. 0, 0, dm0 V0. Ah, ça c'est un peu plus pénible à projeter, il va falloir faire un dessin. Donc mon dessin, il est comme ceci, quand j'ai T et N, avec la vitesse V0 qui est par là. Moi j'aime bien le remettre un peu droit pour que ce soit plus clair. C'est marrant parce que parfois, quand c'est dessiné droit, vous avez moins de difficultés à trouver les relations entre les vecteurs. N'hésitez pas hein, parfois à redresser le schéma. Donc on a notre alpha qui est comme ça. Comment exprimer V0? Qui peut me le dire? V0, il va être un peu selon N et un peu selon T. Cos alpha N et moins sin alpha T, non? Presque. Alors qu'est-ce qui manque? Le V0, oui. Il manque le V0. J'insiste là-dessus parce que c'est vrai qu'il disparaît souvent, comme on se focalise un petit peu sur alors, est-ce que c'est un plus sinus, un moins sinus? Et souvent, pouf, le V0 passe à la trappe. Il y a bien un signe moins là. Hein. En chimiste, ils m'ont demandé de me justifier. Eh bien, on voit bien que là, on est dans le même sens que N pour le cosinus. En revanche, pour le sinus, on est dans le sens opposé. On va vers le bas pour faire V0. On est bien dans le sens opposé à T. Avec le alpha qui est là. Donc, je vais recopier maintenant. Moins dm0 v0 sur t. Moins par moins, ça fait plus. Ça nous fait un plus dm0 v0 sinus alpha. Et là, ça nous fait un moins dm0 v0 cosinus alpha sur la normale. Voilà, on a écrit nos deux relations. Alors, quand on veut la force, on va utiliser la deuxième, mais pour la première, on va pouvoir avoir la relation entre E1, E2, E0 et alpha. On va réutiliser la première. Ça, je l'appelle, allez, on va mettre un peu de couleur. Ça, je l'appelle 1, et ça, je l'appelle 2. Si je réutilise 1, que je réécris, dm1, c'est le débit massif, c'est mu fois la vitesse 1 fois la surface 1, donc ça fait E1L, V1, moins mu V2, E2L, V2, plus mu V0L, V0, E0, j'ai oublié, sinus alpha, égale 0. En simplifiant donc les mu, on peut les enlever. Les L aussi. Ah, et puis les vitesses aussi, parce qu'on avait dit au début que les vitesses étaient toutes les mêmes en normes. Il nous reste pas grand-chose. Il nous reste E1 moins E2 plus E0 sinus alpha égale 0. Donc voici ce que nous donne notre relation. À ajouter à la question, je ne sais plus combien, c'était la 3,3.
qui était E1 plus E2 égale E0. Donc on va pouvoir faire notre petit bilan, si je ne me suis pas trompé dans les signes. On va le voir tout de suite si je me suis trompé. Je vais faire la somme des deux égalités. E1 moins E2 plus E1 plus E2, ça fait 2E1. Égale E0, 1 moins sinus alpha. Si je retranche la même chose, j'ai 2E2 égale E0, 1 plus sinus alpha en mélangeant les deux équations. Ce qui me fait E1 égale 1 demi. Euh, 1 moins sinus alpha, 1 plus sinus alpha. Donc on a les deux épaisseurs, E1 et E2, c'est pas mal ça. On peut essayer de regarder quelques cas limites pour voir si on ne s'est pas trop planté. Si alpha égale 0, par exemple, est-ce que c'est bon? Si alpha égale 0, sinus alpha égale 0, ça va se séparer en deux, pile poil. Est-ce que c'est normal? Ben oui, si alpha égale 0, la plaque est parfaitement droite, il n'y a pas de raison, puisqu'on néglige les effets de pesanteur, il n'y a pas de raison que ça aille plus au niveau 1 qu'au niveau 2. Donc ça va se séparer en deux parfaitement. E1 égale E2 égale E0 sur 2. Je prends un autre cas simple. Je vais prendre un sinus égal à 1 demi, ce qui me fait, il faut que je réfléchisse dans ma tête, ça fait mal, 30 degrés. Si alpha égale 30 degrés, le sinus vaut 1 demi. 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Je vais avoir E1 égale E0 sur 4 et E2 égale 3E0 sur 4. Donc on a beaucoup plus en bas, c'est beaucoup plus épais en bas qu'en haut. C'est normal, hein, comme on est un peu penché, le fluide, il a plutôt tendance à aller du côté, enfin, de ce côté-là, quoi, du côté qui offre le plus de passage. À la limite, si on penche jusqu'à 90 degrés, 1 moins 1, 0, tout va passer tout droit. Dernier cas limite, ce serait alpha égale 90. Alors là, c'est vraiment limite. Je vais dessiner en noir la plaque plutôt pour que ce soit clair. Vous voyez, si alpha égale 90, on est vraiment dans un cas limite. E1 égale 0 et E2 égale E0. Tout passe par le côté numéro 2. Donc, ça a l'air... ouais, c'est pour ça que je dis on est vraiment dans un cas limite. À 90 degrés, le problème n'est plus du tout le même. Donc on va prendre quand la limite tend vers 90 d'une plaque infinie, le jet reste bien du même côté. Tant que le jet reste bien du même côté, ça passe. Au lieu de mettre égal, si je voulais vraiment être rigoureux, je dirais ça tend vers E0. Et là, ça tend vers 0. Mais bon, on a quelque chose qui paraît globalement cohérent. Tout passerait par E0. Ce sont des moyens de vérifier. Ce n'est pas demandé dans l'énoncé, mais on peut se poser la question toujours de vérifier la cohérence de nos équations. Dernière question. Déduire l'expression de la force exercée sur la plaque. Donc on veut cette force maintenant, donc on va utiliser l'équation numéro 2. Cette équation numéro 2, c'est PLL plus F plaque sur fluide égale moins dm0 v0 cos alpha. Je vais la réécrire. PLL moins F plaque .
Pourquoi moins? C'est un plus. Je vais mettre un plus là-haut. dm0, v0, on a déjà écrit. Donc on va avoir la force du fluide sur la plaque, qui est égale à l'opposé de la force de la plaque sur le fluide, qui sera égal, je passe ce truc de l'autre côté, ça de l'autre côté, PLL, plus dm0, donc c'est mu E0, V0, carré, cosinus alpha. On a réussi à dégager la force qu'exerce le fluide sur la plaque, et on voit qu'il est constitué de deux parties. Première partie, ici, et deuxième partie, ici. Ici, c'est la pression. Et là, c'est vraiment la force du jet. On retrouve les notions de débit et de vitesse qui apparaissent dans l'expression. On n'a pas seulement la pression sur la plaque. Hein. Si on n'a pas de jet, on a une pression qui s'exerce de l'autre côté. P0LL, c'est la pression de l'air, c'est la même chose. On a une contribution supplémentaire qui est vraiment liée à la vitesse de l'eau qui va repousser la plaque. Vous pouvez observer ça facilement. Hein. Il suffit de faire couler de l'eau du robinet. Vous mettez une plaque en verre, vous verrez bien qu'elle sera repoussée vers le bas. Question sens, on est bien dans le bon sens, c'est une contribution positive, positive. On peut vérifier les signes. On a deux contributions positives. C'est bien dans le sens de N. Le jet d'eau, il repousse la plaque dans le sens de N, et c'est proportionnel à alpha, encore une fois. Si on fait tendre alpha vers ces valeurs limites, on devrait avoir des... Alors, quand est-ce que c'est maximum le cosinus? C'est en 0. Quand la plaque est bien droite, la force est maximale. Quand la plaque tend vers 90 degrés, là on a une force maximale, cosinus alpha égale 1. Quand alpha tend vers 90 degrés, on a une force minimale. Le jet n'exerce plus aucune force sur la plaque puisque ça rentre plus en contact. Le cosinus alpha tend vers 0. Donc ça nous permet un peu de vérifier qu'on ne s'est pas trop trompé, qu'on a un cosinus et non pas un sinus. Donc on a une certaine cohérence dans les expressions. Ça va, ça vous a plu? Je ne suis pas allé trop vite. On a fait un petit bilan macro, là, ça s'appelle comme ça. Donc vous en aviez un dans l'examen d'il y a 2 ans. C'est pas forcément évident, effectivement. Vous pouvez voir ce que j'ai déjà posé, c'était on énonçait, c'était la conduite coudée. C'était un exercice sur 4 et effectivement, ça n'avait pas trop plu, notamment ce qui n'était pas bien passé. Ce que j'aimerais bien que vous acquériez là, c'est ces notions vectorielles. Hein. C'est ça qui n'avait pas été bien intégré. On doit faire des projections quand on fait notre bilan, parce que ce qui fait finalement, ce qui repousse le coude, c'est le fait qu'on fasse tourner la vitesse, qu'on la fasse changer de direction
Donc le côté vectoriel est hyper important. La vitesse ne change pas en norme, que ce soit dans la conduite coudée ou bien dans le jet. La vitesse ne change pas en norme là-dedans, mais elle change en direction. Et c'est ça qui est responsable de la force. Donc là-dedans, les projections sont assez importantes. Bon, pour vos révisions, c'est déjà des choses un peu plus difficiles que ce qu'on demande. Dans cet exercice, le bilan de masse, 3,1, 3,2, 3,3, conservation du débit, Navier-Stokes dans un cas statique et Bernoulli, ça doit être acquis. Après, bilan de quantité de mouvement, c'est un niveau au-dessus. Si vous n'y arrivez pas dans un premier temps, vous passez, hein, il faut vraiment que vous sachiez faire le reste. Il faut que vous réussissiez à hiérarchiser vos révisions et accepter surtout que vous ne pouvez pas tout acquérir ce qu'on essaye de vous transmettre. On aimerait bien, mais ce n'est pas forcément possible, on n'avance pas tous à la même vitesse. Pour aller plus loin, il y a le tourniquet. Là, on est encore un cran au-dessus parce que non seulement on va avoir des projections à faire, mais en plus, c'est du moment cinétique. C'est un peu plus abstrait, le moment cinétique. C'est moins facile de se le représenter dans la tête qu'une force ou une vitesse. Quelle heure est-il? 48. Avec les chimistes, je ne suis pas allé plus loin, mais j'ai mis 10 minutes de plus. Donc, si vous voulez, je commence le tourniquet ou je réponds à vos questions. Est-ce que vous avez des questions? On peut peut-être justement essayer de le faire tout seul, un peu le Ouais, tourniquet, et justement, si on est bloqué, quoi, on puisse vous poser des questions. Un peu comme la séance que vous aviez faite où vous corrigez un peu. Je trouve ça bien aussi de faire ça. De temps en temps, il faut que je vous laisse réfléchir, c'est sûr. Mais là, comme l'exercice, je le jugeais un peu difficile, c'est pour ça que j'avais envie de le faire moi-même, en fait. Si l'exercice, je le jugeais assez facile, j'essaye de vous laisser faire en même temps que moi. Mais là, je pense qu'en 1 heure, ça aurait été compliqué d'arriver au bon résultat. Le tourniquet aussi, c'est difficile. Hein. C'est pour ça que je l'ai mis dans la rubrique « Aller plus loin ». Je ne donne aucune indication, je donne juste la réponse. Donc ça veut dire que c'est à vous-même de faire l'effort de décomposer en un système fermé qui se déplace, donc une surface de contrôle avec des entrées puis des sorties AT plus DT, pour aboutir à l'équation et ensuite reconnaître les termes de cette équation. Donc on a un tourniquet, je vais vous faire un dessin quand même, ça pourra vous aider. Exercice 4, si vous voulez essayer de le faire tout seul, un tourniquet peut tourner entre axe vertical et muni en 2 points diamétralement opposés d'une réserve de poudre, et on allume la poudre. Donc le tourniquet va ressembler à quelque chose comme ça. Avec 2 réserves de poudre diamétralement opposées. C'est vraiment un tourniquet de foire. Ça peut tourner comme ça, à la vitesse oméga. Et là, on a une réserve de poudre. Si on met le feu aux poudres, ça va éjecter du gaz brûlé et donc faire tourner le tourniquet dans ce sens-là. Donc qu'est-ce qu'on a? On va avoir le J0, il n'est pas défini. Il va falloir faire un bilan de moment cinétique. Égale somme. Somme de moment cinétique des 2 barres.
des réserves de poudre, du gaz éjecté. Seulement AT plus DT. Les deux barres, c'est AT et T plus DT. La réserve de poudre, on va toujours aussi AT et T plus DT. Donc là, vous avez de quoi commencer. On arrive à les identifier. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'on va appliquer le théorème du moment cinétique, qui est de dire la variation de moment cinétique alors, c'est égal à quoi? La somme des moments de force ou des couples. Couple ou moment de force, c'est un peu pareil. Donc, c'est ça qu'on va appliquer dans cet exercice et on devrait aboutir à l'équation qui est donnée. J0 plus 2m de t r de t d oméga sur t plus k oméga égale QMRVE. QM, c'est le débit massique, VE, c'est la vitesse d'éjection. Donc, on voit que c'est directement lié à la vitesse d'éjection des gaz. Donc, je vous laisse faire ça tout seul. Si vous avez des questions, ben, je suis là. Si vous voulez vous déconnecter pour vous préparer pour les maths, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions sur la com aussi, il n'y a pas de souci. Hein. S'il y en a qui ont envie d'envoyer un diaporama pour que je jette un œil avant demain, pas de souci non plus. La roue antigravité, non, je ne connais pas. Je connais les vols 0G, mais roue antigravité, non, je ne connais pas. Alors Axel, ta question c'est, pour le site, on met le lien ou des captures d'écran? C'est mieux de mettre des captures d'écran quand même. Demain, vous avez une présentation de communication, donc il faut que vous montriez ce que vous avez fait. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est aussi partager notre écran, non? Oui, vous pouvez partager votre écran. Mais en général, ce qu'on constate lors des présentations, c'est que si jamais vous devez interagir avec une vidéo, par exemple, ou des pages, aller sur des pages, c'est toujours à ce moment-là que ça ne marche pas. Qu'on a du mal à se connecter à Internet. Alors que quand on fait des captures d'écran, on est sûr que ça marche. En capture d'écran, on ne voit pas trop. Si vous allez sur le lien, oui, ça peut marcher, mais ça implique de démarrer un navigateur qui peut mettre du temps à démarrer. Et moi, je sais que par expérience, chaque fois qu'on a eu des présentations où vous aviez fait des super vidéos, on n'arrivait pas à lire la vidéo, on n'entendait pas le son, ou ça mettait du temps à démarrer, et du coup, il y avait un flottement. Quand on fait une présentation de 10 minutes, il faut éviter les flottements. Donc, quand vous avez, faut déjà scénariser votre présentation. Si vous avez fait des captures d'écran, vous les montrez, vous faites des zooms sur les endroits importants, des choses comme ça. Vous êtes beaucoup plus sûr. On conseille aussi d'utiliser du PDF. Quoi. Si on monte des vidéos, ça dépasse 10 minutes. Oui, c'est vrai. On ne peut pas montrer des vidéos. Donc, à vous de faire des captures d'écran qu'il faut. Hein. Quand vous faites une vidéo, vous n'allez pas montrer l'entièreté de la vidéo, mais vous pouvez montrer des captures d'écran à des mots-clés. Vous dites, bah, dans cette vidéo, on présente ça. Puis ça sera évalué de toute façon en janvier. Hein. Demain, ce n'est pas une évaluation terminale. S'il y a une vidéo qu'on doit regarder et évaluer, on le fera en janvier. Mais simplement, il faut quand même le dire demain que vous avez fait ça. Le dire et le présenter d'une manière ou d'une autre.
Ah oui, l'ordre de passage, je devais le faire hier soir, j'ai oublié ça. Donc oui, il y aura un ordre de passage demain soir. Il faut que je transmette à vos tuteurs. Je vais faire ça maintenant. Je n'avais pas prévu de faire ça. Merci de me le rappeler, Laura. C'est écrit en gros sur mon papier là. Ah mince. Ordre de passage. Alors, pour ce qui est du volontariat, ce qui est intéressant quand vous ne savez pas à l'heure à laquelle vous passez, c'est que vous êtes obligé de tout regarder pour lorsqu'on vous appelle, vous soyez là. C'est une technique pour attirer votre attention. Vous êtes obligé de suivre pour savoir quand c'est à vous de passer. Une technique un peu sadique hein, qui vous oblige vraiment à tout écouter et à poser des questions. Bon, je ne sais pas comment ça peut vous obliger à poser des questions, mais pourquoi pas. L'excuse des problèmes de connexion, ah, c'est bon ça. Eh bien, ne vous mettez pas à la raise, apparemment. C'est là qu'il y a les plus gros problèmes de connexion. Je ne sais pas comment vous comptez vous y prendre pour la présentation. Vous pouvez être chacun dans votre chambre, mais ou alors tous les 4 ou 5 ensemble. C'est peut-être plus pratique d'être tous ensemble. Ce serait bien qu'on vous entende tous, que ce ne soit pas toujours le même narrateur. Donc j'arrête le partage. Je vais bientôt vous quitter. Vous laisser entre les mains expertes de M. de Burgrave. Projet de communication. Il y a 9 groupes à passer. Je vais faire un tirage aléatoire. Est-ce que Python pourrait m'aider?
Bon, je vous laisse aller en maths.